Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur Gilles Gudin de Vallerin, qui est mon parrain dans cette élection, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir élu parmi vous. Donc, je m'adresse bien sûr à mes consoeurs, à mes confrères de l'Académie, et j'espère que je serai digne de cette nomination qui m'honore et qui me touche profondément. Alors, les héros, je crois que Michel a déjà répondu à la question, pourquoi s'intéresser aux héros? Effectivement, je les considère un peu comme des révélateurs des passions françaises, des controverses françaises, et je vais essayer de vous en parler en essayant de répondre à la question de, notamment, leur cote. Est-ce qu'on peut les coter? Quelle est la bourse des héros? C'est pas évident. Il me semble en tout cas qu'il y a, auparavant, je voudrais dire une dernière chose, je voudrais quand même saluer aussi mes deux collègues de Paul Valéry qui m'ont précédé parmi vous, Gérard Cholvy, que j'ai côtoyé pendant 25 ans à Paul Valéry, et Michel Guéraud, que vous connaissez bien, que je connaissais moins puisqu'il était un spécialiste de l'Antiquité, mais vous savez comme moi que si aujourd'hui il existe à Narbonne un musée exceptionnel sur l'Antiquité romaine, on le lui doit en très grande partie. Je voudrais aussi saluer Pierre Barral, que je connais bien, je le connais depuis plus de 30 ans, et grâce à Rémi Pêche, j'ai régulièrement des informations, et pour l'instant, je crois qu'il va très bien à 96 ans, et j'espère qu'il va arriver à l'âge de Pierre Soulages, ou encore mieux de Edgar Morin. Alors, trois raisons me semblent s'imposer pour expliquer le choix des héros. D'abord, la première, parce qu'ici, dans l'héros, le héros le plus célèbre, vous le savez comme moi, c'est lui, c'est Jean Moulin, c'est sans doute l'homme le plus célèbre, né à Béziers en 1899, ayant fait ses études à Montpellier, et assassiné, torturé à mort par Klaus Barbie à Lyon, et mort probablement dans la gare de Metz dans son transfert vers l'Allemagne. C'est le plus illustre des héroltés. Et lorsque Jean Sagne m'avait demandé de participer à son colloque de Béziers en 2013 pour le 70e anniversaire de la mort de Jean Moulin, j'avais étudié sa présence, sa mémoire dans les manuels d'enseignement de terminale, et j'avais constaté que non seulement il était le principal héros de la résistance après le général de Gaulle, mais qu'il était probablement, dans les manuels de cette période, sans doute le personnage, le Français le plus important de toute l'histoire de France, ce qui me paraît tout à fait valide. La deuxième raison, c'est que nous sommes bien placés ici à Montpellier pour le savoir. Depuis une trentaine d'années, vous le savez, la statuomanie a rebondi, a été réactualisée. Elle avait perdu beaucoup de place dans les années 70-80. Elle est revenue en force. Et vous savez comme moi que Georges Frêche a été un grand bâtisseur de statues. Donc il me paraissait intéressant de vous parler des héros de ce point de vue-là. Et parmi les statues donc édifiées depuis 30 ans, il y a bien sûr celle de Charles de Gaulle sur les Champs-Élysées, là où elle a été inaugurée par Jacques Chirac en 2000. Et elle est tout proche de la statue de Georges Clemenceau, qui elle est beaucoup plus ancienne, qui remonte je crois aux années 20, et à celle de Winston Churchill, qui n'est pas loin non plus. Voilà un trio effectivement héroïque très important. La troisième raison, j'en suis un petit peu partie prenante, c'est un peu ma spécialité, Michel Verdet en l'a dit. Et puis actuellement, je dirige une collection sur les héros. Je vous ai apporté un exemplaire. Puisque nous parlons du général de Gaulle, j'ai là, sous les yeux, De Gaulle et l'Aquitaine de Bernard Lachaise, qui est un ami et un collègue de Bordeaux. Alors pourquoi cette collection? Elle est publiée en Aquitaine, à Saint-Macaire, dans une collection Mémoring. C'est le hasard familial qui a fait cette rencontre, on m'a demandé de diriger cette collection. Et actuellement, nous en sommes à 7 volumes. On a commencé par Aliénor d'Aquitaine, et on en est aujourd'hui à Noël Mamère, l'ancien député-maire de Bègles, comme vous le savez, ancien leader des écologistes. Voilà donc 3 raisons qui, me semble-t-il, peuvent expliquer le choix des héros. Je précise tout de suite, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que je n'entrerai pas dans le débat pour savoir si les héros et les grands hommes, c'est pareil. Ça me paraît relever de la casuistique, et vous verrez très vite que dans l'orientation que j'ai choisie, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, mon exposé va se dérouler selon 3... D'abord, la méthodologie que j'ai adoptée, le corpus. Ensuite, nous parlerons du monde héroïque d'avant, c'est-à-dire d'avant notre époque, c'est-à-dire autour des années 80, il y a 40 ans. Puis nous verrons quelle situation nous avons dans les années 2020. Est-ce que la cote de ces héros, puisque c'est ça le problème central, a changé? Et si oui, dans quel domaine, dans quelles orientations? Enfin, et j'y tiens beaucoup, dans un troisième temps, nous nous pencherons sur les gens ordinaires qui, dans des circonstances extraordinaires, sont devenus des héros et qui ont toujours nié avoir été des héros et qui pourtant, à mes yeux, et je ne suis pas le seul, sont considérés comme tels. Alors, d'abord, pour évaluer, pour savoir si nos héros sont bancables, comme on dit au cinéma, ont une cote,
comment fonder, comment évaluer? Alors, je vous propose mon corpus d'études, qui est un peu hybride, dont j'assume la subjectivité. J'ai étudié ces matériaux suivants. Les enquêtes d'opinion qui ont été menées régulièrement par le magazine de la revue L'Histoire, d'avril 1981 à octobre 2022, c'est-à-dire une quarantaine d'années. Les panthéonisations décidées depuis le début du XXIe siècle par François Hollande puis Emmanuel Macron, qui sont de notre ordre, nous sommes bien d'accord. Les commémorations, et je pense évidemment à la dernière, la plus importante, celle du bicentenaire de la mort de Napoléon en 2021. Il était mort le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène, et toutes les manifestations que cet événement a suscitées à Paris et en région. Les enquêtes publiées en début de chaque année par le Journal du Dimanche, qui établissent une sorte d'inventaire des coups de cœur des Français. Alors bien entendu, par rapport aux analyses scientifiques et universitaires de l'histoire, on peut discuter. Ça relève bien sûr souvent du côté vu à la télévision. Ce sont des orientations temporaires, voire éphémères. C'est le phénomène vu à la télé. Mais ces orientations, même très subjectives, nous renseignent quand même sur la cote d'amour actuelle de personnalités aimées ou pas aimées des Français. Enfin, et ça n'est pas le moins important, vous allez vous en rendre compte, j'aborderai aussi les violentes polémiques suscitées autour des statuts qui ont été provoqués de part et d'autre de l'Atlantique par l'esprit woke contre des personnalités controversées. Alors, je commence tout de suite par le monde héroïque d'avant, et j'essaie de l'évaluer à partir de l'étude fondatrice de l'Histoire d'avril 1981. En avril 1981 paraît dans la revue L'Histoire, revue que je qualifierais d'un terme bien connu dans le Midi, viticole, VDQS, vulgarisation de qualité supérieure. Elle a été fondée en 1977 pour diffuser dans le grand public cultivé les acquis de la science universitaire en train de se faire. Cette enquête a été réalisée par l'Institut Louis Harris France en décembre 80 et publiée donc au mois d'avril 1981. Il ne nous a pas échappé que le mois d'avril 1981 précède évidemment l'élection présidentielle du mois de mai qui verra l'élection de François Mitterrand. Ce n'est pas un hasard. Cette enquête a été menée par deux collègues, Philippe Joutard et Jean Lecuir. À l'époque, je ne connaissais pas Philippe Joutard, mais je connaissais bien Jean Lecuir, qui était un membre du Parti socialiste. Sa femme a d'ailleurs été élue députée ensuite. Et il m'avait expliqué qu'il s'agissait en quelque sorte de tester les héros et de placer implicitement François Mitterrand, dans la continuité des grands hommes. Bon, c'était voulu. Alors, cette étude est la première du genre depuis celle de 1948, qui avait placé largement en tête Napoléon devant Henri IV et Jeanne d'Arc. Mais elle ignorait alors totalement Charles de Gaulle, qui depuis 1946, vous le savez, était retiré à Colombey les deux églises. En 1980, 3 questions étaient posées aux sondés. Si vous pouviez vous entretenir pendant 1 heure avec un personnage de l'histoire de France, qui choisiriez-vous? Deuxième question, quel est parmi les personnages célèbres de l'histoire de France celui que vous détestez le plus? Ces 2 questions étaient ouvertes, chacun pouvait répondre ce qu'il voulait. Mais, et Jean Lecuir m'avait expliqué qu'ils avaient voulu, pour éviter de retrouver le roman national, les héros du roman national, ce que j'ai bien étudié effectivement, c'est-à-dire toujours les mêmes, Napoléon, Henri IV, Louis XIV, Jeanne d'Arc, etc. Ils avaient posé une 3e question qui, elle, était fermée. Les sondés devaient se prononcer sur cette question-là. Et la liste proposée par l'Histoire était Marie Curie, Jeanne d'Arc, Georges Clemenceau, Jean Jaurès, Saint-Louis, Vercingétorix, Jules Ferry, Louis XIV, Robespierre, Danton, Marie-Antoinette, Louis XI et Richelieu. Et ils espéraient effectivement que les femmes pourraient exprimer leurs préférences en dehors des canons du roman national. Alors les résultats sont très intéressants. Notons d'abord en premier que Charles de Gaulle, ignoré en 1948, pour les raisons que j'ai dites, est plébiscité en 1981 et dépasse Napoléon, placé en 2e position. D'ailleurs, Charles de Gaulle et Napoléon, largement en tête, avec 19% et 20% et 13%, tout le reste se disperse dans un panthéon qui est celui du roman national. Louis XIV, Pasteur, Henri IV, Charlemagne, Jeanne d'Arc, Victor Hugo, Jean Jaurès, Saint-Louis, Georges Clemenceau. La prééminence de la mise en scène scolaire du passé national est confirmée par les réponses relatives aux personnages les plus détestés. Et là aussi, sans surprise, on retrouve Napoléon, qui se trouve être à la fois le personnage le plus admiré des Français, mais aussi le plus détesté. 20% le considèrent comme remarquable, et 10% le détestent absolument. Les autres, vous ne serez pas surpris, Napoléon, Louis XI, Robespierre, Ravaillac, Pétain, Catherine de Médicis, Louis XVI, Richelieu, et puis Danton, Pierre Laval, Louis XV, Mazarin. La vraie surprise de ce sondage, elle vient de l'analyse des réponses à la question fermée. Avec 53%, le nom de Marie Curie écrase la concurrence. Là, ce que Jean Lecuir et Philippe Joutard espéraient, c'est bien produit. Effectivement,
les femmes ont choisi Marie Curie, qui est un génie, vous savez, lauréate de 2 prix Nobel, un de physique avec son mari, un de chimie toute seule, et elle domine Jeanne d'Arc, seconde femme, donc sélectionnée avec 31%, devant les autres, Clémenceau, Jaurès, Saint-Louis, Vercingétorix, etc. Donc ça montre bien que dans l'histoire de France, rétrospectivement, désormais, les femmes occupent une place nettement plus importante, même si elle est encore très loin d'être paritaire. Dans les sondages commandés en 87 et 99 par l'Histoire, qui renouvellent le questionnaire, on voit apparaître François Mitterrand, à la 2e puis à la 4e place. Et pour le reste, le poids du roman national se révèle quasiment inchangé. Et on le retrouve, ce roman national, en 2000, dans la carte de vœux de Jean-Pierre Chevènement, qui est alors ministre de l'Intérieur. Alors Marie Curie, bien sûr, donc, qui est la grande gagnante, si j'ose dire, de la question fermée. Et enfin, voilà la carte de vœux de Jean-Pierre Chevènement, qui est un jacobin tout à fait convaincu, sans aucun complexe, jacobin, et qui a choisi dans cette carte de vœux donc de présenter Marianne, défendue par les patriotes, les grands patriotes qu'il affectionne, le général de Gaulle, Léon Gambetta et Georges Clémenceau. Vous remarquerez que ces 3 personnages correspondent à 3 crises politiques et militaires de la France contemporaine. Léon Gambetta, c'est la défaite de 1870 face à la Prusse. Georges Clémenceau, il vient au pouvoir en 1917 comme un jacobin au moment où tout va mal, où la France est prête à s'effondrer. Et le général de Gaulle, c'est évidemment l'homme du 18 juin 1940. J'ajoute que la posture, l'attitude de Napoléon par rapport à Jeanne d'Arc lui vaudrait sans doute aujourd'hui une accusation de harcèlement sexuel. Alors, est-ce que nous en restons là pour le deuxième point, la deuxième partie, c'est-à-dire le monde d'aujourd'hui, 40 ans après? La cotation héroïque est-elle toujours la même, c'est-à-dire le roman national éventuellement tempéré par les femmes avec Marie Curie, ou bien est-ce que tout a changé? La revue, en octobre 22, à l'occasion de son 500e numéro, la revue L'Histoire publie une nouvelle enquête sur les héros des Français, toujours. Par rapport aux études précédentes, on éprouve en apparence l'impression que rien n'a changé au niveau de leur cote, dans la mesure où Charles de Gaulle et Napoléon occupent respectivement la 1e et la 3e place. Le contexte général paraît consacrer ce constat. En 2021, 2 expositions très importantes pour le bicentenaire de la mort de Napoléon ont eu lieu. L'une à la Grande Halle de la Villette, c'est Napoléon. Voilà, vous avez ici l'affiche. Je l'ai vu comme 400 000 personnes. C'était donc depuis le mois de mars, je crois, de mai à décembre 2021. Et Napoléon n'est plus aux Invalides, qui a eu également un très grand succès. Je précise que par rapport aux commémorations de 1969, qui n'avaient pas parlé, qui avaient fait l'impasse sur le rétablissement de l'esclavage en 1802 par Napoléon, l'exposition de la Villette, elle, a bien privilégié, a bien montré, elle avait demandé aux archives nationales de prêter des documents qui montrent bien le rétablissement en 1802 sous la force du lobby colonial, notamment Joséphine de Beauharnais, la femme de l'empereur, donc de l'esclavage. Donc, grand succès. Cependant, ces brillants résultats sont trompeurs car ils masquent un changement radical de perspective. On peut dire que tout a changé radicalement dans la cotation des héros, pour le pire et le meilleur. Alors, pour le pire, voilà l'esprit woke qui va se déchaîner outre-Atlantique, vous le savez, contre les statuts dans l'Amérique du Sud des chefs de l'insurrection, donc contre les États du Nord qui avaient supprimé l'esclavage. Donc là, nous avons ici la photographie en Belgique, c'est Léopold II, le roi Léopold II, qui était, vous le savez, propriétaire personnel du Congo belge. Ce n'était pas la Belgique, c'était lui qui était propriétaire. C'est après sa mort que le Congo est devenu la propriété du royaume de Belgique, des rois des Belges. Et sa statue à Bruxelles a donc été colorée, si j'ose dire, avec pardon, etc. Vous avez là une photo avec du sang sur la statue c'est dans Libération. La photo vient de Libération. En France, vous avez ici donc la statue de Colbert qui se trouve devant l'Assemblée nationale, qui a elle-même été vandalisée.
Et on peut dire que, je me souviens qu'une amie qui habite dans le quartier, dans le quartier de Sentier de Paris, me dit que pendant longtemps, le sacristain de Saint-Eustache, là où se trouve le cénotaphe de Colbert, bon, son corps a été balancé à la voirie à l'époque de la Révolution, mais il y a toujours le cénotaphe qui est un chef-d'œuvre de la sculpture française. Eh bien, le malheureux sacristain était effrayé de penser que le cénotaphe pourrait être vandalisé, ce qui n'a pas été, heureusement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit woke? Bon, je pense que c'est une imposture, parce que c'est une aberration totale. Elle plaque sans nuance sur le passé les valeurs qui sont les nôtres. Valeurs qui sont bien entendu celles de parité hommes et femmes, d'égalité des chances, de combat contre le racisme, les discriminations liées au sexe, au genre, à la couleur de peau. Mais c'est un anachronisme total. On ne peut pas projeter sur le passé et dire qu'à l'époque, il fallait évidemment combattre l'esclavage. Et on accuse Colbert d'avoir proclamé, d'avoir été l'auteur du Code noir. En fait, c'est son fils, plus que lui-même. Mais il a lancé les opérations, c'est incontestable. Bien entendu, le Code noir contient des dispositions qui sont abominables. Mais le Code noir, l'accusé, c'est aussi un contresens, à la mesure où le Code noir promulgué par les Colbert, c'est une façon de dire aux planteurs qui traitent de manière inhumaine et cruelle les Noirs, qui ont été fauchés sur les côtes d'Afrique, c'est une manière de dire qu'ils sont des créatures de Dieu, qu'on ne doit pas les traiter comme de simples matériaux, de simples marchandises, ce que les colons ne feront pas, bien entendu. C'est une manière de rappeler qu'ils sont humains et qu'on doit les traiter de manière humaine. Bon. Là, l'esprit woke ne comprend pas la complexité de l'histoire et considère qu'au fond l'histoire n'existe pas, qu'on devrait être partout, dans tous les temps, contre les colonies, contre les discriminations. Mais l'histoire est là et on ne peut pas, effectivement, faire comme si elle n'existait pas. Je précise que l'ancien Premier ministre de François Hollande, Jean-Marc Ayrault, dans un article du Monde, a exigé, je cite, que les lieux portant le nom de Colbert associés au Code noir soient rebaptisés. De son côté, vous le savez, c'était la polémique était au mois de juin 2020, le président de la République a affirmé qu'il n'était pas question de déboulonner les statues. Je précise toujours pour Colbert qu'en 1983, il y a eu à la Monnaie, à l'hôtel de la Monnaie, une grande exposition pour le tricentenaire de la mort de Colbert, qui a été dirigée par Inès Murat, qui est une descendante à la fois des Colbert et des Murat, et s'était placée sous le patronage de Jean-Pierre Chevènement, qui était tout fier dans sa préface de dire qu'il considérait Colbert comme un héros, comme un des grands ministres de l'histoire de France. J'ajoute qu'à mon très modeste niveau, j'ai rédigé dans ce catalogue, que je trouve tout à fait remarquable, un chapitre valorisant la place éminente de Colbert dans les manuels scolaires et dans le roman en disant qu'il était une des principales figures du roman national. Et si je devais le refaire, je le referais en adaptant sans doute, mais je ne regrette absolument pas, je ne renie pas ce travail. Pour la lecture de ce dossier sur les statuts controversés, je vous recommande la lecture du livre de mon amie Jacqueline Alouette, Les statuts de la discorde, publié en 2021, où elle fait de manière remarquable et de manière équilibrée le point. Alors, si les condamnations de Colbert sont très récentes, en revanche, celles qui concernent Napoléon sont pratiquement contemporaines de son existence. Je n'ai pas eu le temps de faire, j'aurais pu mettre des centaines de gravures, mais vous savez comme moi que les caricaturistes britanniques ne l'ont pas négligé et ne lui ont pas fait de cadeau. Bon. En 1969, lors du bicentenaire de la naissance, Harakiri s'est payé, le journal Bête et Méchant, comme vous le savez, s'est payé la tête de Napoléon. Le personnage qui singe Napoléon, c'est Georges Wolinski, tragiquement disparu, vous le savez, en janvier 2015. Et Harakiri feignait de se demander, Napoléon était-il alcoolique? La question me paraît bien anodine, surtout par rapport à tout ce que Charlie Hebdo, Harakiri puis Charlie Hebdo ont publié depuis. Mais je me souviens très bien, étant adolescent à l'époque, du Parti communiste aux gaullistes, cette représentation, on peut dire un peu insolente de Napoléon, avait beaucoup choqué. Alors qu'aujourd'hui, je dirais que bon, il y a beaucoup plus grave que ça. Vous le savez aussi. Alors voici une statue vandalisée, c'est celle de La Roche-sur-Yon. La plupart des statues de Napoléon que l'on voit encore aujourd'hui en place publique sont des statues qui datent du Second Empire. Donc vous avez celle de La Roche-sur-Yon et celle aujourd'hui, là vous avez ici, si nous sommes à Rouen, et la statue de Napoléon est donc descendue de son piédestal. Alors, elle est descendue non pas parce qu'elle veut être mise au rencard, mais parce qu'elle était en très mauvais état et qu'on avait constaté qu'il fallait de toute façon la réparer. Et c'est à cette occasion-là que le maire, Nicolas Meyer-Rossignol, vous le connaissez bien aujourd'hui, mais pour d'autres raisons, avait décidé de remplacer cette statue par la statue de Gisèle Halimi, avocate féministe. Et ça a provoqué quelques tensions dans la métropole de Rouen.
le maire a décidé de faire un référendum. Les Rouennais se sont prononcés pour qu'on remette, une fois la statue réparée, sur son socle, ce qui a été fait. Alors là, vous avez la statue de la statue elle-même et la tête séparément. Cependant, le changement que l'on observe, il est beaucoup plus profond et beaucoup plus intéressant. Et notamment en ce qui concerne désormais les nouvelles cotations, les nouvelles hiérarchies à l'intérieur des personnages de l'histoire de France. Reprenons l'enquête de l'histoire en date d'octobre 2022. Le tableau des personnalités préférées des Français sont avec les 81 places. Charles de Gaulle, 18%, Simone Veil, 16%, Napoléon, 16%, Marie Curie, 13%. Et le magazine commente cette parité au sommet par la conquête des femmes. Simone Veil et Marie Curie font quasiment jeu égal avec les héros classiques du Panthéon national et du roman national, Charles de Gaulle et Napoléon. Et on peut dire que cette tendance féministe bienvenue se retrouve avec les panthéonisations décidées par François Hollande, Geneviève Antonios de Gaulle, la nièce du général de Gaulle, et Germaine Tillon, très brillante ethnologue au Maghreb, et celle d'Emmanuel Macron, Simone Veil et Joséphine Baker. Là aussi, on peut dire que le Panthéon commence, il n'est pas paritaire, loin de là, on est bien d'accord, mais on commence enfin à rendre hommage désormais aux femmes dans le passé. Et certains évoquent la possible panthéonisation de Gisèle Halimi avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. La reconnaissance du génie féminin se traduit également par l'attribution en octobre 2022, vous le savez, du prix Nobel de littérature à Annie Ernaux. Annie Ernaux est, je crois, la 16e lauréate du côté français, mais c'est la première femme à l'avoir reçue, et on ne s'en plaindra pas. J'ajouterai que parmi ces distinctions et ces récompenses, vous avez l'élection en janvier 2020 de Catherine Meurice, brillante haute créatrice de bande dessinée, dont la réception s'est déroulée en novembre 2022 à l'Académie des Beaux-Arts. Ce mouvement favorable à la valorisation du passé féminin est également perceptible dans les expositions. J'ai dit que c'était un des matériaux de mon exposé, en particulier celle récente qui vient juste de fermer au musée Carnavalet, parisienne, citoyenne, qui avait été ouverte en septembre 2022, consacrée au combat de l'émancipation féminine de la Révolution française au XXIe siècle, que j'ai vu à Paris et qui est tout à fait original. On peut éventuellement évoquer aussi, il y aurait bien des traits à évoquer, je n'ai pas le temps malheureusement de le faire, mais on pourrait parler aussi de la solidarité exprimée par la France envers le combat héroïque des Iraniennes actuellement pour leur émancipation et contre l'obscurantisme des mollahs. Elle témoigne, ce combat, il est présent sur l'hôtel de ville, la façade d'hôtel de ville de Paris et de Montpellier et de bien d'autres villes. Alors, après les femmes, quelles sont les catégories qui ont la cote aujourd'hui parmi les Français? Je vous donne un peu en vrac. Les scientifiques, les médecins, infirmières et infirmiers, les saltimbanques. J'entends par là, et c'est un terme auquel je donne une signification tout à fait positive, les acteurs et les chanteurs populaires. Peut-être aussi, on le verra, les sportifs. Alors voilà quelques exemples de cette célébrité médiatisée. Le 17 décembre 2022, Télérama consacre sa couverture à Thomas Pesquet, astronaute artiste qui en général se promène un petit peu au-dessus de nos têtes, vous le savez. Et dans le classement du JDD, en janvier 2023, il arrive en seconde position. D'ailleurs, Jean-Jacques Goldman, dont je vais reparler. Parmi les médecins appréciés des Français, vous savez que Michel Simès est très souvent présent dans les débats de la télévision, des réseaux sociaux, etc. Et lors de la crise du Covid, vous savez qu'il y a 2 ans à peine, tous les soirs, on applaudissait sur les terrasses les infirmières qui ont beaucoup souffert et qui aujourd'hui se trouvent face à une situation sanitaire épouvantable avec des moyens réduits énormément. Depuis plusieurs années, Jean-Jacques Goldman figure dans le JDD en tête des personnalités appréciées des Français. C'est d'autant plus important qu'on ne l'entend plus guère chanter, je crois qu'il ne pratiquement pas fait plus de tournées, ne publie plus de disques, mais il reste toujours en place parmi ceux qui ont succédé. C'était à l'abbé Pierre et c'était au commandant Cousteau. En 3e position, on rencontre les acteurs. Omar Sy, Danny Boone, Jean Reno, Sophie Marceau, Jean Dujardin, Marion Cotillard et Guillaume Canet, Fabrice Lucchini, Line Renaud. Et pour la première fois, et elle-même s'en réjouissait, Brigitte Bardot. Elle n'avait jamais été présente auparavant. Enfin, dans le dernier classement, on voit même apparaître des sportifs. Vous savez comme moi que Kylian Mbappé est probablement aujourd'hui le Français le plus connu, loin devant Descartes ou bien d'autres personnalités de premier plan. Et vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines encore, au Brésil, la mort de Pelé a été vécue comme un traumatisme national. Même les bolsonaristes et les partisans de Lula étaient d'accord au moins pour reconnaître que Pelé était un héros national. Alors, je vais terminer cette catégorie par le cas de Johnny Hallyday.
Olivier, c'était le héros, en quelque sorte, de la chanson des Français, on l'a vu. Vous savez que ces obsèques populaires en 2017 ont pris des allures d'obsèques nationales. Des centaines de milliers de personnes sur les Champs-Élysées, des millions devant leur poste de télévision. 3 présidents de la République présents à la Madeleine. Je précise que dans certains cas, c'était certains auteurs qui me paraissent beaucoup plus importants. Je pense à Pierre Boulez. Il n'y a eu personne, aucun représentant officiel à ces obsèques. Michel Tournier, si Jean d'Ormesson a eu droit à des obsèques nationales aux Invalides, Michel Tournier n'a eu aucun droit, aucun hommage national, sauf erreur de ma part. Certes, Pierre Soulages a été exposé de son vivant au musée du Louvre comme Pablo Picasso, mais c'est un peu l'exception. Alors il faut s'interroger quand même sur ce phénomène Johnny Hallyday. Je me suis rendu compte aujourd'hui même que non seulement ces obsèques en 2017 ont été triomphales, mais que ça a continué et que jusqu'à nos jours, des petits groupes se réunissent, des fans, des jeunes en général, se réunissent à la Madeleine pour se replonger dans l'atmosphère de décembre 2017. Mieux, le curé de la Madeleine, remarquant ce phénomène, a mis à la disposition de ces jeunes fans des registres où ils se sont exprimés par des dessins, par des chansons, par des poèmes. Et ça a duré pendant 2 ans, de décembre 2017 à décembre 2019. Et ensuite, le curé a déposé ces registres aux Archives nationales. Vous avez 54 registres qui sont pleins de ces remarques, donc, ce qui me paraît un phénomène assez exceptionnel. Ce n'est pas le mémorial de Sainte-Hélène, c'est simplement le mémorial de la Madeleine. En avril, par contre, il y a une catégorie qui n'a plus du tout la cote, qu'il avait à un moment donné, mais qui ne l'a plus du tout. C'est celle des hommes politiques. Déjà, dans le JDD de 2023, je crois, sauf erreur de ma part, qu'on n'en relèvera que 2. Emmanuel Macron, parce qu'il est président de la République, et Madame Le Pen, parce qu'elle est arrivée au second tour de la présidentielle. Mais ces 2-là se trouvent en queue de classement. Ils ne sont pas en tête, ils ne concurrencent pas directement ni Omar Sy, ni Jean-Jacques Goldman, et ni Thomas Pesquet. En avril 1980, le magazine Histoire demandait à ses lecteurs si les hommes politiques de premier plan de cette époque, c'est-à-dire Pompidou, Giscard, Chirac, Mitterrand, seraient encore des hommes politiques de premier plan 100 ans plus tard. Et les gens ont répondu, certains disant non. Ils pensaient à Georges Marchais, ce qui s'est vérifié effectivement. Mais pour Mitterrand, ça ne s'est pas vraiment vérifié, heureusement. Mais aujourd'hui, en octobre 2022, la question n'était même pas posée. Les hommes politiques ne font pas partie de la hiérarchie qui intéresse les Français. Et après avoir parlé des grands hommes, des gens exceptionnels, je voudrais parler maintenant de ces gens ordinaires qui, placés dans des situations extraordinaires, vont se révéler des personnages exceptionnels et peut-être bien des héros. Je pense notamment à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et je pense à tous ces Français qui se sont révélés justes en protégeant, en sauvant les Juifs, en leur donnant les moyens d'échapper à leurs bourreaux, qu'ils soient nazis ou qu'ils soient nazis français, c'est-à-dire la milice et les collaborateurs français. On s'intéresse donc depuis peu à ces figures qui ont aidé et qui ont permis à ces grandes figures de pouvoir efficacement réaliser leurs desseins. Parmi les grandes figures, voici le cardinal Saliège. Excusez-moi, il n'est pas encore cardinal, il sera après la guerre. C'est Monseigneur Jules Saliège, archevêque de Toulouse. Dans sa lettre du 23 août 1942, lui dans toutes les paroisses de Haute-Garonne, il a dénoncé les traitements inhumains dont furent victimes les Juifs dans les camps du Midi, notamment de la part de la police de Vichy, puisque les Allemands ne sont pas encore dans le Midi. Et cette lettre a eu un écho universel, puisque la plupart des prêtres du diocèse de Toulouse l'ont lu en chair, et que tout le monde en a parlé dans les pays neutres, et bien sûr, la BBC l'a lu attentivement. Le cardinal Saliège, le monseigneur Saliège, pardon, en quelque sorte a laissé tomber ce qu'on peut considérer comme la langue de buis du clergé social de l'époque, bien connu de mon ami Gérard Cholvy. Il a parlé la langue, au fond, d'Émile Zola, lorsqu'il a dénoncé l'injustice de la condamnation d'Alfred Dreyfus. Il a été aidé par son voisin et ami, monseigneur Théas, évêque de Montauban. Je suis moi-même né à Montauban et j'ai beaucoup d'admiration pour cet évêque qui a pris d'énormes risques. Il a pris la même initiative, mais comme il n'avait aucune confiance dans la poste de Vichy, il a demandé à sa secrétaire, Mlle Gineste, de diffuser à vélo la lettre pastorale dans le Tarn-et-Garonne. Le Tarn-et-Garonne n'est pas un grand département par rapport à l'Hérault et la Haute-Garonne, on est bien d'accord. Mais il n'empêche que c'est une sorte d'exploit sportif, et elle l'a fait sans rechigner. Et aujourd'hui, le petit vélo de Mlle Gineste est exposé au musée de Yad Vashem, en Israël, dans ce musée qui rend hommage à tous les justes qui ont souvent, au péril de leur vie, sauvé des Juifs.
Dans les Cévennes, le pasteur Bugner a demandé aux pasteurs de relayer la demande de protéger les Juifs, et la population cévenole a contribué sans rechigner là aussi à sauver les Juifs. Le Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, est devenu rapidement un centre efficace de fabrication de faux papiers et de mise en place de filières clandestines pour faire passer les Juifs en Suisse. Vous me direz que les protestants ayant échappé à la répression de Louis XIV à la fin du XVIIe au début du XVIIIe siècle connaissaient les filières, on les a en quelque sorte réactualisées. Mais il n'empêche que ça demande un sacré courage. C'est de l'héroïsme. Il y a quelques années, mon ami Patrick Cabanel a retrouvé les derniers survivants et recueilli leurs témoignages. Alors qu'il les considérait comme des héros, comme honteux, comme Mlle Gineste, ils ont haussé les épaules en déclarant de manière unanime qu'ils n'avaient fait que suivre leur conscience. Et il a relevé chez tous cette phrase qui l'a frappé. Nous devions le faire, nous l'avons fait, c'est tout. C'est devenu le titre d'un livre. Nous devions le faire, nous l'avons fait, c'est tout. Cévennes, l'histoire d'une terre de refuge, coordonnée par Patrick Cabanel et paru en 2018. À Montpellier, on peut être fier aussi des hommes et des femmes qui ont agi courageusement pour sauver les Juifs, sans le crier sur les toits, surtout après la guerre. Dans le quartier Boutonnet, alors je reviendrai sur ceci. Voici le portrait de Suzanne Babu, qui tenait une pension de famille dans le quartier Boutonnet. Et elle a sauvé quantité d'enfants juifs qui étaient là sous de fausses identités, notamment Mireille Radziner. Alors, ce n'est plus la jeune enfant, la jeune adolescente de la guerre, mais c'est une vieille dame très digne, et qui raconte dans la Gazette de Montpellier, c'était en juillet 2022, que Simone Babu les a sauvés, elle et sa sœur Alice. Et il faut reconnaître qu'elle avait sacrément du courage, je dirais sacrément du culot, puisque sa pension de famille était située juste en face de la milice et juste à 2 pas de l'endroit où sévissait la Gestapo. Et elle n'a pas manqué de sang-froid. Elle a sauvé comme ça quantité d'enfants juifs. Vous savez comment aussi que de son côté, l'abbé Paul Parguel, une rue porte son nom à Montpellier, a multiplié les faux certificats de baptême. Il a été dénoncé et déporté. Toujours à Montpellier, je reviens en arrière, vous avez la rue qui porte le nom d'Aristides de Sousa Mendes, simple diplomate portugais en poste à Bordeaux. En juin 1940, il voit des milliers de réfugiés, parfois venus depuis la Hollande, pour échapper aux Allemands, stationnés devant son consulat. Ils savent que c'est le seul qui peut leur offrir une porte de sortie par Lisbonne vers l'Amérique. Il va multiplier des milliers de visas qui va sauver la vie à des milliers de personnes. Le dictateur Salazar s'inquiète et lui donne l'ordre personnel d'arrêter son action. Comme Antigone, il a un moment d'hésitation. Et puis après quelques heures de réflexion, il continue à multiplier encore plus vite, parce qu'il sait qu'il a compris qu'on va le rappeler. Effectivement, Salazar lui ordonne de revenir à Lisbonne. Il est mis d'office à la retraite et il est mort dans la misère. C'est seulement après la victoire de la révolution des œillets en avril 1974 qu'il sera réhabilité. Et son corps a été porté au Panthéon en 2021. Voilà quelques-uns parmi les personnes, et toutes ces personnes, que ce soit Mlle Gineste, Simone Babu, quand on leur disait « vous êtes comportés comme des héros », ils disaient que haussaient les épaules en disant qu'ils avaient simplement fait leur travail, qu'ils avaient suivi leur conscience. Alors, j'aurais terminé par une image assez extraordinaire. Je ne dis pas ça parce que je l'ai prise, mais c'est le hasard qui m'a permis de passer par là. Nous sommes le vendredi, au mois d'avril, qui précède le second tour de l'élection présidentielle. Je suis à Paris, je m'apprête à redescendre à Montpellier pour voter, bien sûr, et je passe place des Pyramides à la rue de Rivoli. Et je vois ce panneau extraordinaire, Marianne, au secours. C'est d'autant plus intéressant que, vous le savez, cette statue qui a été édifiée en 1874, depuis 1920, date de canonisation de Jeanne d'Arc, est devenue le lieu, pendant un siècle, où a défilé l'extrême droite. L'extrême droite de l'époque, c'est-à-dire Maurras et l'Action française, plus ses dissidents, et à partir de 1979-1980, le Front National, avec les troupes de Jean-Marie Le Pen. Et par une sorte de clin d'œil de l'histoire, Jeanne d'Arc a été courtisée par toute cette extrême droite. Eh bien, au moment d'un vote quand même décisif, sensible, eh bien, elle appelle Marianne au secours. Je précise que 2 heures après avoir pris la photo avec mon petit téléphone portable de cet extraordinaire panneau, je suis repassé rue de Rivoli, le panneau avait disparu. Posé par qui? Enlevé par qui? Mystère. Mais en tout cas, je crois qu'on peut, je dirais, en conclusion,
grâce soit rendue à Jeanne d'Arc et aussi surtout à toutes ces personnes ordinaires qui sont dans des circonstances extraordinaires, se sont comportées de manière héroïque. Et je vous remercie de votre attention.